Bonsoir et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Nous avions posé au mois de juin dernier, dans Univers Médecin, la question de l'avenir de la retraite des médecins libéraux. Les premières informations sur la réforme qui vise à mettre en place en France un système de retraite universelle ont en effet soulevé des inquiétudes dont nous avions alors débattu avec Jean-Paul Delevoye. Cette réforme est toujours en cours d'élaboration et nos inquiétudes demeurent, ce qui justifie d'autant plus notre choix de consacrer aujourd'hui cette émission au thème « Comment financer sa retraite autrement ?» Mais quelle que soit l'issue des discussions sur la réforme à venir, il est de toute façon important pour la plupart d'entre nous de préparer ce moment de la vie où nous cesserons d'exercer et de pouvoir faire les bons choix pour disposer de compléments de ressources nous permettant de vivre cette retraite dans les meilleures conditions matérielles possibles. Pour aborder ce sujet ce soir, nous recevons M. Guillaume Rosenwald, directeur général de la CSMF, de la MACSF Épargne Retraite. Bonsoir. Bonsoir. Et Antoine Crossis, directeur du CMPS, Crédit Mutuel des Professionnels de Santé. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Avant d'entrer dans ce débat, nous allons consacrer quelques minutes, comme chaque mois dans Univers Médecin, à un tour rapide de l'actualité du monde de la santé. Tout d'abord, revenons sur la crise des urgences. Nous en avons parlé lors de notre dernier numéro d'Univers Médecin et l'annonce du Premier ministre sur cette crise des urgences est encore une série de mesures centrées sur l'hôpital, avec des moyens considérables, une reprise de la dette de l'hôpital à hauteur de 10 milliards sur 3 ans, 1,5 milliard injecté sur 3 ans pour le financement hospitalier, le relèvement de l'ONDAM, une prime pour les infirmiers dans la région Île-de-France en particulier. Nous continuons à penser que l'hôpital souffre, les soignants y souffrent et il est légitime de répondre à cette souffrance. Mais nous continuons à penser que rien ne pourra se résoudre sans une réorganisation, bien sûr, de l'hôpital, mais de l'ensemble du système de santé, parce que chacun doit être à sa juste place et l'hôpital doit redevenir ce qu'il devrait être, c'est-à-dire la structure de recours, de référence en cas de cas graves et compliqués, et ne pas se mettre sur une réponse aux besoins de soins et sur la porte d'entrée de notre système de soins. Deuxième sujet, la mise en place du service d'accès aux soins. Afin de ne pas froisser cet hôpital qui est en ébullition, la ministre de la Santé s'oriente plutôt vers une plateforme d'appel regroupée santé. La CSMF refuse que cela ne soit que le centre 15 revisité sous la coupe de l'hôpital. Nous renouvelons notre attachement à un circuit d'appel pour le médecin de garde qui soit clairement identifié aujourd'hui sous forme du 116-117. La CSMF rappelle que les médecins libéraux sont prêts à s'impliquer dans ces futurs services d'accès aux soins qui s'appuieraient sur une filière aux soins de ville non programmés avec un numéro dédié et une régulation des demandes gérées par des organisations libérales. Mais la contrepartie devrait être une revalorisation de la prise en charge de ces soins non programmés, tant pour les médecins généralistes que pour les médecins spécialistes, ainsi qu'une extension des horaires de permanence de soins ambulatoires. Autre actualité, l'arrêté sur la mention non substituable. L'arrêté précisant les conditions de l'utilisation de la mention non substituable, censée favoriser la prescription de médecins génériques, prévoit des situations précises avec un codage, un de plus, qui est explicite en fonction de la situation médicale. Au-delà du non-respect du secret médical, c'est une nouvelle dérive bureaucratique insupportable et une vision très administrative du métier de médecin. Nous disons non, il faut rappeler que la non-substitution peut être nécessaire en fonction de l'état d'observance du patient et en fonction de la galénique du médicament. Nous appelons donc les médecins à ne pas appliquer ces dispositions. Revenons au thème de cette émission, comment financer sa retraite autrement ? Quels sont les outils d'assurance ou d'épargne ?
Quelles sont les autres solutions? Comment faire les meilleurs choix en fonction de la situation personnelle de chacun? Ma première question, très pratique, les placements, l'épargne, c'est un univers complexe pour la plupart d'entre nous, médecins. À qui faut-il s'adresser? À notre banquier, à notre assureur, à d'autres professionnels? Monsieur Rosenwald. Là, vous nous provoquez un peu. Bien sûr. Jusque-là, on avait des relations très cordiales. Je ne peux... Bon, déjà... ce qui est important, c'est de s'adresser à des gens en qui on peut avoir confiance et qui sont organisés vraiment au bénéfice des professionnels de santé. Et donc, dans le cas de la MACSF, nous sommes un groupe mutualiste de mutuelles construit par les professionnels de santé pour les professionnels de santé. Et notre seul objectif est de rendre service aux professionnels de santé, de leur apporter les meilleures solutions. Et donc, la confiance, elle est... Donc pour vous, c'est la confiance, le maître mot. Tout à fait. Alors, après la confiance, il y a bien sûr la compétence. Mais elles sont liées. Et la compétence, elle est liée à des acteurs spécialisés et des acteurs spécialisés qui connaissent très bien les professionnels de santé qui connaissent leurs besoins aussi bien de leur activité quotidienne, liés bien sûr leurs besoins en responsabilité civile professionnelle, etc. Et puis leurs besoins par rapport à notre sujet aujourd'hui, quant à leurs besoins de constitution d'épargne et donc leurs besoins très spécifiques également. Antoine Crossis. Je rejoins parfaitement ce qu'on... Donc vous êtes le banquier dans l'histoire. Moi, je suis le côté banquier. Alors, je suis le côté banquier, mais le Crédit Mutuel a inventé le concept de banque-assurance il y a très longtemps maintenant. Mais je crois que la MACSF... Donc vous allez vous entendre ou pas? Non, nous sommes des, vous êtes concurrents, quelque part. Nous sommes des concurrents qui seraient... Nous respectons. C'est ça, voilà. Donc je suis assez en phase avec les propos, effectivement. Je pense que c'est important que chacun ait en face de lui une personne qui lui ressemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tous les cas pour le Crédit Mutuel des professions de santé et la MACSF également, on est assez fiers finalement je vais vulgariser, mais de parler le médecin et de connaître à chaque étape de leur vie, dont la retraite et dont la préparation à la retraite, de connaître effectivement leurs besoins, comment on va pouvoir les accompagner, etc. Maintenant, et c'est un autre sujet, par les temps qui courent, je pense qu'il est également temps de choisir un établissement qui présente des ratios de solvabilité qui soient intéressants, qui présente une certaine solidité. Alors, je vais alarmer personne, hein, c'est pas mon propos, mais je pense qu'en tous les cas, ça peut avoir un sujet, ça peut être un sujet, puisqu'un épargnant qui aurait toute sa vie mis des sous de côté et se retrouver à la retraite avec rien parce que la structure aurait fait défaut, ça pourrait être, bien sûr, je pense, compliqué. Dans le cas, la confiance, ça va aussi avec le sérieux et la bonne gestion. Alors, deuxième question que je voudrais vous poser. Nous cotisons tous de façon obligatoire à ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est-à-dire que les actifs cotisent pour payer la retraite des retraités. Alors, c'est vrai que nous, on a quelques inquiétudes parce qu'on a des creux démographiques, mais on a des réserves, donc on a anticipé un peu. Après, ce qu'on débat aujourd'hui, c'est ce que chacun d'entre nous peut faire en plus, c'est-à-dire quelque part un système, non pas par répartition qui est la solidarité à l'intérieur d'une profession, mais plutôt par capitalisation, c'est-à-dire ce que chacun peut faire en plus. Question pratique, à partir de quand, à quel âge, moi médecin, je dois m'intéresser à ces problèmes-là? Votre avis? Déjà, enfin, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et M. Delevoye était l'invité de cette émission il y a quelques mois, il y a 2 mois, c'est ça? Oui. Et donc, les évolutions en cours, enfin, ce que l'on sait du projet de réforme des retraites, pour les médecins, alors c'est très divers suivant la profession de santé, mais pour les médecins, on peut s'attendre à une baisse sensible des cotisations obligatoires et une baisse encore plus sensible de la retraite servie. Donc, ce sont les projections qu'on fait. Pour l'instant, on est sur moins 22 en termes de cotisation, mais plutôt moins 31, 33 en matière de pension. Oui. Donc il y a une baisse très importante. Et donc...
il est totalement indispensable de compenser cette baisse. Et la retraite... Alors, il y a deux vocabulaires. Il y a le terme de retraite supplémentaire, et effectivement, la retraite supplémentaire est, en France, la seule retraite par capitalisation. Guillaume Rosenwald, vous n'avez pas répondu à ma question. À quel âge je dois commencer? Il faut commencer le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est quoi pour vous le plus tôt possible? Quand je m'installe, 30 ans, 40 ans, je peux attendre un peu? Dorénavant, c'est dès que je m'installe, je commence à cotiser. Enfin, j'ai plein de choses à payer quand je m'installe. J'ai plein de choses à payer. Jusqu'à maintenant, j'en payais beaucoup par les cotisations obligatoires. Là, on va m'alléger mes cotisations obligatoires. Mais c'est un piège. Attendez, c'est pas fait, tout ça n'est pas fait. Nous sommes opposés au plan de retraite universelle tel qu'il est sur la table. Nous l'avons dit, nous renouvelons notre opposition. On va voir comment tout ça se termine. Il faut laisser passer le 5 décembre et les jours suivants. Vous avez raison. On verra. Mais dès aujourd'hui, il faut penser très très tôt à sa retraite. Alors, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Alors les capacités d'épargne, elles viennent... suivant les personnes, les capacités d'épargne assez importantes, elles viennent plus tard, pas dès l'installation. Elles viennent à partir de 40 ans, 45 ans. C'est là où on a des capacités plus importantes. Quand on s'installe, on a d'autres choses à supporter. On s'est emprunté aussi bien à titre professionnel qu'à titre personnel. On a souvent des emprunts remboursés d'abord. Antoine Crossis, je suis jeune médecin, je veux compléter les projections de retraite parce que je suis préoccupé. Quelles sont les possibilités? On reviendra après sur chacune des différentes possibilités. Quelles sont les possibilités pour, le jour venu, compléter ce que sera ma retraite dite par répartition? Alors c'est compliqué de donner une réponse générique, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a plusieurs catégories. Voilà, chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Donc après, on va avoir des produits, par exemple, d'assurance vie. Alors déjà, il faut distinguer de la retraite individuelle, celle que l'on connaît aujourd'hui, mais également avec l'évolution des pratiques médicales, on peut aussi voir de la retraite collective venir dans les cabinets. Oula, il va falloir que vous nous expliquiez ça. Je vous expliquerai tout à l'heure avec plaisir. Mais effectivement, là, je rejoins aussi le propos. Donc, on peut avoir, par exemple, de l'assurance vie. On peut avoir, même aujourd'hui, pourquoi pas, des titres à travers des PEA, des choses comme ça. Ce n'est pas des sujets qui sont ineptes pour la retraite. On peut avoir des produits type Madelin, tout ce que l'on connaît. On peut avoir même de l'immobilier, même très jeune, qui peut servir de la rente à la retraite. Encore une fois, ça va dépendre de l'appétence de chacun et ça va dépendre également, comme le soulignait mon collègue, de la capacité d'épargne de chacun. Et en fonction du moment de vie du médecin, adapter l'offre à quelque chose qui lui correspond et pas l'étrangler avec ça. Ce qui veut dire qu'en fonction de la vie professionnelle, il va falloir faire varier éventuellement ce que l'on met en constitution d'un complément de retraite via capitalisation. Tout à fait. En fait, on pourrait presque... C'est compliqué quand même, il faut le suivre régulièrement. C'est pas compliqué si vous avez en face de vous les bons interlocuteurs. Et ça, c'est à nous, effectivement, d'aller au-devant effectivement des besoins et puis au regard de la connaissance qu'on peut avoir des différentes pratiques, des différents médecins. Et l'idée, c'est de, nous, avec la palette dont on dispose pour justement composer un petit peu votre retraite, de vous accompagner à avoir le tableau final qui vous ressemble. Et on arrive effectivement à chacun des moments de la vie, même parfois en cas d'accident de la vie, ça peut arriver, à adapter en fonction des besoins. Parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet de l'émission, mais c'est une vraie préoccupation. Et même pour les plus jeunes, c'est vrai qu'on pense parfois que les plus jeunes ne pensent pas à la retraite, mais je verrai quand j'y serai, etc. C'est pas forcément vrai, surtout pour les médecins libéraux qui s'installent et qui y pensent déjà. Quand on voit les reversions qu'on a à la retraite, ils regardent parfois, souvent les parents qui sont médecins ou quelqu'un dans la famille, et il y a un vrai saut de revenus, en tous les cas, au passage à la retraite. Bien sûr. Et c'est vrai que ça les préoccupe dès maintenant. Ouais. C'est vrai qu'il y a un vrai manque de confiance des jeunes générations vis-à-vis de notre système de retraite par répartition. Et les inquiétudes actuelles autour de la réforme universelle ne font qu'accroître cela. On va essayer de répondre à ces interrogations pour voir très concrètement ce que sont les besoins et les attentes des médecins libéraux sur ce sujet, comment se font leurs choix pour disposer de ressources complémentaires au moment de leur départ à la retraite. Nous sommes allés rencontrer l'un d'entre eux, le docteur Claude Estin, généraliste à Vendeuvre-les-Nancy, un reportage d'Hélène Corby.
Je m'appelle Claude Destin, je suis médecin généraliste à Vendôme-les-Nancy, installé depuis 35 ans en médecine libérale. Et donc, je vais prendre ma retraite le 30 juin 2020. Je pense qu'il y a autant de manières de préparer sa retraite que de médecins. Et c'est fonction de sa sensibilité, de ce qu'on veut, de sa qualité de vie, de sa situation familiale, de sa santé. Multitude de paramètres qui permettent à chacun d'avoir, en fonction de la retraite de base, de faire un complément de retraite. Donc nous, on avait fait le PERPS, alors, qui s'arrêtera donc à 65 ans, qui va se modifier en PER, ce qui nous donne beaucoup de liberté dans la réforme, parce que soit on peut sortir en rente, soit on peut sortir en capital, soit on peut faire un mix des deux. Voilà, après on peut faire de l'immobilier, moi ça ne m'intéresse pas personnellement. Et puis après, je pense que si on a une résidence principale qui nous convient, et puis ceux qui veulent une résidence secondaire, je pense qu'on a largement assez pour sa retraite. La réforme des retraites, non, comme c'est dans la continuité de ce qu'on attendait, pour moi, tout se passe bien. Et puis en fait, je l'attends, cette retraite, maintenant, pour faire quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que j'ai choisi le cumul emploi-retraite, soit pour donc terminer normalement mon activité, en orientant les patients vers des nouveaux médecins, en leur laissant un tout petit peu le temps, soit faire de la télémédecine, soit à la limite faire une autre activité. Alors tout ça, c'est les dossiers de patients. Il y en a environ entre 2 et 3 000. Moi, j'ai prévenu les patients depuis septembre, voilà, pour leur donner un délai d'1 an, pour récupérer les dossiers, trouver un nouveau médecin. Et le 30 juin, c'est le départ à la retraite. Peut-être encore 2-3 mois pour dépanner les personnes qui en ont encore besoin. Puis après, fermeture, fin du bail, commercial et professionnel. Je pense que les jeunes médecins, encore plus que nous, doivent prévoir leur retraite en fonction de leurs possibilités, également de leurs envies. Pour eux, le problème, c'est pas la règle du jeu qui est inquiétant, parce que c'est la même que la nôtre. Par contre, la valeur du point, c'est sûr qu'elle peut changer, parce que comme on va glisser dans le régime général, que le régime général est très mal en point, qu'en plus, l'excédent qu'on a à la CARMF va être mis dans le pot commun. Et je pense que c'est très intéressant pour le gouvernement actuel de vider les bonnes caisses et puis de remplir les mauvaises. Et sa retraite, de toute façon, il faut la préparer avec des complémentaires, notamment un plan d'épargne retraite, ça c'est sûr. Et puis ensuite, beaucoup de mes remplaçantes ont investi dans l'immobilier. Donc ça, d'abord pour y habiter, puis ensuite également pour placer de l'argent. De toute façon, je pense que dans tous les placements, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Donc, ça se prévoit à l'avance. Nous, je pense qu'on pouvait le prévoir à partir de 50 ans. Est-ce que les jeunes médecins, je pense qu'il faut qu'ils commencent avant, peut-être même aux alentours de 40 ans. Parce qu'il faut compter 20 ans pour voir combien on peut épargner, puis voir l'avenir de la médecine, qui change tout le temps. En plus, ce qui est un peu embêtant, j'espère que les règles du jeu au niveau des retraites ne changera pas, parce que en ce qui nous concerne, ça va changer, mais voilà, pour les générations suivantes, on ne sait pas. Un témoignage émouvant, celui d'un médecin qui s'apprête à quitter ses patients, mais qui a choisi le cumul emploi-retraite pour une transition plus douce et souvent nécessaire sur le plan matériel, et qui, lui, a misé sur le plan d'épargne retraite. Alors justement, depuis le 1er octobre dernier, il y a du nouveau avec la réforme de l'épargne retraite et ce PER qui va remplacer progressivement tous les autres plans d'épargne retraite, notamment le PERP et le contrat Madelin. Guillaume Rosenwald, expliquez-nous rapidement, c'est quoi ce PER, ça marche comment? Et moi, médecin, comment je fais? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors le principal avantage du nouveau produit est d'offrir beaucoup plus de liberté au moment où effectivement on prend sa retraite. Le nouveau produit
laisse le choix, au moment où on prend sa retraite, de la part que l'on prend en capital de son épargne et de la part que l'on prend en rente. On peut prendre une partie en capital, l'autre partie en rente. En toute liberté, une partie en capital et une partie en rente. Et c'est extrêmement important parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, on sait très bien qu'on a un certain nombre de personnes et beaucoup de médecins qui n'aiment pas la rente et qui préfèrent s'organiser autrement pour avoir un complément de retraite. Et donc, c'était un frein. Et puis surtout, c'est que cette décision-là, maintenant, on la prend quand on a tous les éléments en main, que l'on sait effectivement ce que l'on va avoir en retraite de base et complémentaire, notre besoin complémentaire de revenus réguliers. Et à ce moment-là, le plus raisonnable, c'est de le prendre en rente, parce qu'on a beau être médecin ou on a beau être assureur, on ne connaît pas sa propre espérance de vie. Donc le plus sécurisé, quand c'est un vrai besoin de revenus supplémentaires, c'est bien la rente. Et puis, alors l'autre grand avantage de ce produit, c'est qu'il regroupe les différents types d'épargne retraite supplémentaire, et en particulier pour les libéraux, l'ancien Madelin et l'ancien PERP. Alors, avec le PER, le plan d'épargne retraite, je cotise tous les mois ou tous les trimestres, peu importe. Je confie ça à un gestionnaire du plan, si j'ai bien compris. Oui. Quelle est la rentabilité ? Alors, la rentabilité, elle va totalement dépendre, bien, déjà, de la qualité du gestionnaire pour la partie... MACSF, c'est combien? MACSF, l'année dernière, le fonds retraite a distribué de 50. Mais ça, c'est la partie sécurisée. Le en positif, parce que maintenant, les banques, elles commencent à vous annoncer des intérêts négatifs. Et alors, c'est là où il y a une autre nouveauté, ou plutôt quelque chose qui existait, mais qui a vraiment été clarifié, qui a été renforcé sur le nouveau produit, c'est qu'il y a des fonds à horizon qui sont obligatoires sur ces produits. Pour sécuriser, j'imagine. Oui, pour sécuriser, qui sont réglementés de manière à être certain qu'ils se sécurisent suffisamment rapidement à l'approche de l'âge prévu par la personne, de son propre départ à la retraite. Et donc, c'est une solution absolument extraordinaire qui permet de prendre des risques et d'avoir plus de rendement encore que le fonds sécurisé, dans lequel la MACSF, le fonds reste fonds de pension, d'avoir encore plus de rendement et sans s'en occuper, d'avoir une sécurisation à l'approche de la retraite. Et donc, pour la grande majorité des médecins, on le sait très bien, sont pas des passionnés des marchés financiers ou même ça dépend lesquels. Voilà, ça dépend lesquels. Et donc là, il y a non seulement la confiance dans le fonds euro de la MACSF, la confiance dans le choix des unités de compte que l'on met dans ces fonds, mais aussi la sécurité de ne pas avoir à s'en occuper, que la sécurisation soit tout seul. D'accord. Guillaume Rosenwald, quand je verse dans mon PER, c'est déductible ou pas? Alors, quand vous versez dans votre PER, c'est déductible des deux anciennes manières. Pour les médecins libéraux, la déduction anciennement Madelin, donc qui est toujours exactement la même, et donc extrêmement intéressante. Et quand je touche la rente, je le réintègre dans mes revenus. Alors, quand on touche la rente, on réintègre dans le revenu. Et alors, le sujet Et en capital alors c'est le sujet où il faut faire attention, c'est que quand on sort en capital, sur la part où on sort en capital, on est imposé sur le revenu, sur cette part que l'on sort en capital, au moment où on la sort. Et donc, il faut plusieurs choses. Il faut déjà la sortir, non pas l'année où vraiment on prend sa retraite, où on peut avoir encore des revenus relativement importants, voire dans certains cas des revenus exceptionnels ou autres. Il faut la prendre une année où on est déjà dans une phase de revenus de retraités stabilisés, de manière à avoir un taux marginal d'imposition suffisamment, qui a diminué. Et puis ne pas oublier, mais ça nos conseillers sont là pour l'expliquer, d'utiliser la méthode des quotients, d'utiliser tout ce qu'il faut pour optimiser fiscalement. Antoine Crossis,
le transfert des anciens dispositifs vers le père doit-il se faire dans le même établissement ou est-ce qu'on peut changer d'établissement au fur et à mesure de sa vie, maintenant au moment des transferts des anciens dispositifs, mais éventuellement après, tout au long de son père? Alors c'est là que c'est intéressant effectivement au niveau de la loi Pacte, c'est que déjà la transférabilité est possible, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Déjà c'est possible. Là on parle que du père individuel, mais il y a aussi les PER collectifs. Si je le dis, c'est parce que nous, on a tendance à penser également que dans une vie de médecin, il se passe beaucoup de choses, notamment dans une vie de médecin qui arrive aujourd'hui. Nous, on fréquente beaucoup les jeunes médecins, et c'est vrai qu'ils ont plusieurs vies dans une vie. Donc, ils vont pouvoir avoir des PER individuels, collectifs et collectifs obligatoires à différents moments de leur vie en fonction de ce qu'ils vont faire. Et donc, effectivement, on peut faire des transferts des anciens plans vers les nouveaux, et son PER, on va l'emporter avec soi. Donc, on va vraiment coller finalement à la réalité des praticiens d'aujourd'hui qui peuvent avoir encore une fois plusieurs vies dans une vie. Alors ça veut pas dire que l'ancien système était mauvais, c'est pas ce que je dis. Il y a encore des avantages puisqu'on est encore un peu transitoire, donc il faut savoir en profiter. Mais effectivement, le nouveau système permet. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais quand vous dites père collectif, c'est ce qu'on appelle les PERCO. C'est ça. Alors c'est quoi un PERCO ? Alors un PERCO, c'est un plan d'épargne retraite qui va être mis en place dans une entreprise ou même dans une petite structure à partir d'un salarié. Donc dans mon cabinet médical, je peux faire. Tout à fait, à partir du moment où vous avez un salarié. D'accord. Voilà. Et donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir cotiser pour votre salarié avec un versement qui soit libre ou pas, ça dépend de l'accord que vous aurez. Et on va pouvoir cotiser pour sa retraite. Et lui pourra le percevoir. Alors il y a différentes clauses de sortie anticipées, mais vous allez percevoir le capital. Initialement, c'est prévu pour la retraite. Et même ces PERCO vont pouvoir être également transférés dans les nouvelles enveloppes, puisque dans le PER, on a notre enveloppe individuelle, collective et collective obligatoire. De la même façon, le collectif pourra être transféré vers le collectif, etc. Alors j'avais entendu, mais encore une fois, je ne connais pas bien, que dans les PERCO, ça pouvait aussi s'appliquer au chef d'entreprise, c'est-à-dire au médecin libéral, non seulement à ses salariés, mais aussi à lui en tant qu'entrepreneur. Tout à fait. Et qu'il y avait une partie que l'entreprise pouvait compléter par rapport au versement de chaque individu, c'est-à-dire non seulement du salarié, mais aussi du chef d'entreprise, du médecin libéral. Complètement. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un rendez-vous ensemble pour détayer tout ça. Non, mais en deux mots, plaisir d'avoir le faire en deux mots avec grand plaisir. Pour nos téléspectateurs, parce qu'on est là pour leur expliquer simplement. Je sens votre intérêt et ça me va très bien, donc je ne voudrais pas rater l'affaire, je plaisante. Mais toujours est-il qu'effectivement, ça se passe pour le salarié, mais bien évidemment pour le dirigeant également, pour le médecin. Il y a effectivement une règle d'abondement qui peut être mise en place entre 100 et 300% du versement. Et là, c'est effectivement le cabinet qui va pouvoir verser sur le compte du salarié pour l'incentiver effectivement sur le salarié verse 100 et l'entreprise verse 300. Maximum. Maximum. Tout à fait. C'est obligatoire pour tous les salariés ? Oui. Et si certains ne veulent pas verser... Ça, c'est à leur discrétion. PERCO. Pardon ? C'est à leur discrétion, ça. Ah d'accord. Voilà. Donc ils peuvent ou non verser au PERCO. Tout à fait. Je vais prendre un cas extrême. J'ai 2 salariés, aucun veut verser au PERCO. Est-ce que je peux quand même ouvrir un PERCO et moi, médecin libéral, verser avec ce complément de l'entreprise ? Alors, je ne voudrais pas être provocateur envers la loi Pacte, mais j'ai même tendance à dire qu'il faudrait ouvrir un PERCO maintenant, parce que bientôt, ce ne sera plus possible. Fin septembre 2020, on ne pourra plus l'ouvrir. Il y a des possibilités avec le P2E PERCO qu'on n'aura plus avec la nouvelle version Pacte. Donc, j'ai tendance à dire qu'il faut le faire maintenant, et ensuite, on verra comment on peut transformer ces plans. Mais pour répondre à votre question, on peut tout à fait verser si les salariés n'ont pas décidé, eux, de verser. D'accord. On a parlé du PER et du PERCO. Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité, Guillaume Rosenval ? Il y en a bien sûr une qui existe toujours et qui a toujours un énorme intérêt, c'est l'assurance vie. Alors, cette assurance vie, les Français adorent ça, tout le monde y croit. Alors, quels sont les avantages de cette assurance vie ? Déjà, pour revenir sur le nouveau père, on a parlé de ces avantages père, qui sont nombreux. Mais, venons à l'assurance vie, avançons. Mais le père a un inconvénient par rapport à l'assurance vie, c'est qu'il faut surtout en sortir en rente ou en capital avant 70 ans.
au-delà de 70 ans, il n'a plus les règles de succession en cas de décès d'un contrat d'assurance vie. Et donc, au-delà de 70 ans, il y a une petite déduction de 30 000 euros. Et alors, le père est clairement intéressant pour sa déduction fiscale. Une fois qu'on a profité de la déduction fiscale du père, on n'a à peu près aucune raison... Tu ne veux pas nous parler de l'assurance vie? Oui, on a à peu près aucune raison de bloquer son argent dans un produit de retraite. Et là, l'assurance vie reste un excellent outil à la fois d'épargne de long terme, de constitution d'épargne pour différentes utilités dans la retraite, et reste le meilleur outil de succession. Il n'y a pas de droit, c'est ça? Il y a une déduction très importante par ayant droit, supérieure à 150 000 euros par bénéficiaire, pour tout ce qui a été versé avant 70 ans. Et donc, c'est vraiment toujours l'outil d'épargne de long terme idéal, et avec toujours les mêmes avantages de l'assurance vie. C'est un produit d'assurance, donc avec des garanties, et avec entre autres quand même une bonne rentabilité, les placements assurance vie. Alors, c'est une rentabilité sur la partie sécurisée, sur les fonds euros, qui progressivement va baisser. Vous savez très bien qu'on est aujourd'hui dans des taux sans risque, des taux d'intérêt sans risque qui sont aux alentours de zéro. On a été même à moins 0,40 fin août, début septembre. Et donc, les assureurs placent une partie de l'argent, ont assumé une garantie, placent une partie de l'argent sur des taux sans risque. Et alors, c'est là où il y a une importance toute particulière à s'adresser à des fournisseurs riches. Pourquoi s'adresser à des fournisseurs riches? Tout simplement parce qu'on a besoin de fonds propres pour être capable de placer l'argent de nos assurés autrement que sur des placements sans risque. Et si on n'est pas riche, on place sur des placements sans risque et les rendements futurs seront très mauvais. Quand on est riche, comme le groupe BACSF, grâce à ses adhérents depuis très longtemps, ça doit être de la capitalisation, il y a quand même une forme de solidarité. C'est bien la richesse accumulée en fonds propres du groupe grâce aux adhérents, aux sociétaires depuis très longtemps, qui nous permet aujourd'hui de continuer à prendre des risques sur les marchés financiers et d'être beaucoup plus optimiste que d'autres quant au rendement futur de notre fonds euro. Après ça, on ne fera pas l'impossible. Le rendement de notre fonds euro va tranquillement baisser. C'est trop long. Ce placement réputé sûr, l'assurance vie, vient d'être épinglé par une agence de notation qui alerte sur le risque que font peser les taux bas ou négatifs sur les établissements qui gèrent cette assurance vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Crossis? Mais je vais encore être un peu provocateur, mais tant pis, c'est pas grave. Moi, j'aime bien dépoussiérer un peu les sujets. Déjà, je pense que l'assurance vie, c'est un produit, c'est un terme générique. Finalement qu'on connaît assez peu. Alors nous, on le connaît bien, heureusement, et on est là pour vous accompagner effectivement à faire les bons choix. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est un produit retraite? Oui, c'est un produit retraite, mais pas que. On a parlé de la fiscalité en cas de décès, on parle de la fiscalité en cas de rachat, mais il y a aussi toute la période de valorisation. C'est un produit qui vit en même temps que vous, et c'est à nous, effectivement, de le faire vivre en même temps que vous. S'il y a des taux négatifs en ce moment, c'est préoccupant quand même. C'est là où c'est un vrai sujet. Finalement, l'assurance vie, c'est jamais qu'un réceptacle, c'est qu'une enveloppe avec une fiscalité dédiée. Maintenant, la vraie question est qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Est-ce qu'aujourd'hui, mettre du fonds euro dans une assurance vie, ça fait sens? Par là, quelque part, on s'achète un coffre-fort. On s'achète un coffre-fort qui est quand même un petit peu malmené avec ces fameux taux négatifs. Tous les assureurs, aujourd'hui, effectivement, commencent un peu à sortir les dents sur le fonds euro, et c'est normal, puisque dedans, on a des obligations d'État. C'est les vases communicants. C'est-à-dire qu'avant, on avait des obligations à 10, je dis une bêtise, donc on pouvait servir des rendements. Maintenant, les nouvelles obligations qu'on achète, il faut les acheter sur 30 ans pour avoir un taux positif. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. Maintenant, c'est là à nous, effectivement, d'être force de conseil et force de proposition, parce qu'aller sur les marchés financiers, notamment sur des produits retraite, aujourd'hui, ça ne me fait pas vraiment peur. En tout état de cause, si on trouve le bon produit qui va correspondre à la bonne personne, il y a des solutions qui existent avec des protections de capital, avec des garanties de capital, avec des systèmes de cliquet. Enfin, il y a vraiment
beaucoup de solutions pour que chaque support puisse convenir à une personne. Et quand on regarde sur la durée, moi, je trouve que ça fait sens. Si on prend un CAC sur 10 ans, c'est plus 54%. Si on prend ce même CAC sur 10 ans, dividendes réinvestis, on est à plus de 150%. On n'a rien à voir avec notre fonds euro, aussi performant soit-il. J'ai aucun doute sur la performance du fonds euro de la MACSF, ni sur celui des assurances du Crédit Mutuel. Mais là, on est quand même sur des niveaux de rémunération qui sont quand même supérieurs, avec une prise de risque, bien sûr, mais ramener sur la durée, et là, on parle bien de produits retraite, donc on a quand même du temps pour se retourner. Moi, je trouve que ça fait sens, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un plan d'épargne en action n'est peut-être pas une mauvaise solution? C'est clairement pas une mauvaise solution. Donc il faut diversifier quelque part. J'ai adoré les propos du médecin de tout à l'heure. J'aurais aimé qu'on l'ait avec nous pour en discuter, parce qu'il nous a donné toutes les clés en fait, pour la retraite. C'était vraiment top. Le PEA est effectivement une bonne solution, d'autant plus qu'à la retraite, on peut se le faire servir en rente, hors fiscalité. L'immobilier n'est pas une mauvaise solution. Alors, venons à l'immobilier, justement, parce que c'est quand même pensif de dire que les Français sont très attachés à l'immobilier, à l'investissement dans l'immobilier, qu'ils considèrent comme un placement sûr, rentable, sans risque, etc., etc. Comment vous voyez l'évolution du marché de l'immobilier, à la fois du marché direct, si j'ose dire, de l'immobilier, mais éventuellement des fonds comme les SCPI, par exemple. Quel est votre regard, Antoine Grossis? Après, je demanderai à Guillaume Rosenwald. C'est compliqué parce que, comme vous le soulignez, c'est un marché qui est toujours un peu dumpé finalement par cette idée très franchouillarde de l'immobilier, et ça marche toujours. Aujourd'hui, les taux sont bas, ça risque de durer. On n'a pas de boule de cristal, mais ça risque de durer longtemps. Tant que les taux seront bas, j'ai le sentiment que l'immobilier... Vous parlez des taux d'emprunt, effectivement. J'ai le sentiment que les taux d'évolution du prix de l'immobilier... Ils sont pas bas. Je ne parle pas uniquement de Paris, mais ils ne sont pas bas du tout. Quoique ça dépend des régions, mais effectivement, si on parle de Paris, là, il n'y a pas de sujet, effectivement. Maintenant, et c'est intéressant que vous le souligniez, parce que, et c'est d'autant plus vrai dans le cas d'une préparation à la retraite, on a la détention directe, mais on a aussi de la détention d'immobilier défiscalisant qui pourra servir à la retraite. Il y a des solutions d'immobilier en loueur meublé non professionnel, par exemple. Il y a des solutions d'immobilier papier, tout ce qui est SCPI, OPCI, sur lesquels, effectivement... C'est bien ça, les SCPI ? C'est bien, c'est toujours le même problème, ça dépend ce qu'on va mettre dedans. Il y a des très bons gestionnaires de SCPI et puis il y en a des moins bons. C'est comme si vous achetez un appartement qui est dans une ville qui est très mal placée et celui qui est au pied de la gare, vous n'aurez pas la même rentabilité. C'est exactement du même acabit. Après, ça dépend, ça dépend de ce qu'on va mettre dedans. Et pour répondre à votre question précédente, je pense qu'effectivement, diversifier, et nous pensons que diversifier dans un patrimoine et pour la retraite et d'une façon générale, avoir une gestion dite de bon père de famille, aujourd'hui, effectivement, et on l'observe sur la durée, ça fonctionne plutôt pas mal. Votre avis, Guillaume Rosenwald, sur l'immobilier? Je pense que vous avez raison d'évoquer les trois sujets. Il y avait vraiment les trois piliers, le PER, l'assurance vie diversifiée. Il n'y a effectivement pas que le fonds euro et le réglage entre fonds euro et unité de compte en action ou patrimonial change, bien sûr, suivant les circonstances. Et l'immobilier, alors l'immobilier, moi, je vais dire les choses simplement. Effectivement, il y a des avantages fiscaux avec des montages, des démembrements, etc. Mais fondamentalement, l'immobilier, ça apporte un revenu régulier. En revanche, ça comporte un risque de valeur si les taux d'intérêt remontent, en fait. Et donc, clairement, l'immobilier, il faut le prendre si on veut le garder très longtemps, si on veut un revenu régulier tout au long de sa vie, si on veut que ses enfants, si on a des enfants, récupèrent quelque chose. Simplement, on ne peut pas être certain que ce qu'ils récupéreront aura une valeur qui, à ce moment-là, sera supérieure à la valeur d'achat. Il y a de temps en temps des cracks immobiliers, et donc il faut le savoir aussi. En matière de fiscalité, est-ce que l'immobilier présente un avantage, éventuellement sous quelle forme? Alors, l'avantage de l'immobilier en tant que
tel, il n'est pas colossal. L'immobilier, on a toujours un impôt sur la fortune immobilière alors qu'on n'a plus un impôt général sur la fortune. En revanche, c'est plus à travers un certain nombre de montages que l'immobilier peut être intéressant. On peut acheter par exemple uniquement la nue propriété d'un bien sans en avoir l'usufruit pendant une certaine période où on n'a pas besoin encore des revenus de ce bien, et puis laisser à une institution par exemple l'usufruit de ce bien qui sera mis en location, et puis à terme d'une quinzaine d'années par exemple récupérer la pleine propriété automatiquement et avoir à ce moment-là le revenu dont on peut avoir besoin au moment de la retraite. Alors c'est qu'un des multiples exemples de ce qui peut être fait et être très intéressant pour la préparation d'une retraite. Et dans la transmission d'un bien immobilier, il faut l'anticiper? Dans la transmission, il faut anticiper, clairement. En fait, il y a beaucoup de moyens d'anticiper la transmission. Le démembrement aussi, de donner... alors à ce moment-là, c'est un peu le contraire, de donner la nue propriété à ses enfants en gardant les usufruits tant qu'on a besoin, parce qu'on a besoin des rendements. Et à ce moment-là, le coût de la transmission sera moindre. Et puis il y a aussi tous les moyens liés au SCI familial, mais là, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance, y penser. C'est pas au moment de la retraite que ça m'intéresse, c'est beaucoup plus tôt. Tout à fait. Nous allons arriver au moment de conclure cette émission. Quel conseil donneriez-vous pour constituer le panier d'épargne idéal, Guillaume Rosenwald? Alors, le panier d'épargne idéal, il dépend de chacun. Donc le conseil, je me garderais bien de donner un conseil global. Et si on a des conseillers, des salariés de la MACSF qui sont là pour conseiller de manière désintéressée nos sociétaires et nos adhérents, c'est bien parce que le conseil doit être personnalisé. Donc il faut vraiment faire appel à eux. Après ça, en conclusion, c'est plutôt s'adresser à un spécialiste. Oui, on reboucle sur ce qu'on disait au départ, s'adresser à un spécialiste de confiance. Et un spécialiste de confiance, c'est un spécialiste où on sait qu'il ne va pas avoir un intérêt personnel à vous vendre plutôt quelque chose plutôt qu'autre chose. Et donc ça, c'est le cas des réseaux salariés d'un groupe mutualiste comme la MACSF. Alors ensuite, le conseil général, c'est la diversification, effectivement. La diversification et puis l'analyse du besoin minimal pour vivre correctement au moment de sa retraite. Antoine Crossis, en conclusion, pour vous, le panier d'épargne idéal, c'est quoi? Alors, je rejoins le propos, effectivement, c'est un panier qui va nous ressembler. Donc, ça dépend de chacun. Le médecin tout à l'heure disait, moi, l'immobilier, ça ne m'intéresse pas. On ne va pas forcer les gens, effectivement, aller sur l'immobilier, si ça ne les intéresse pas, il n'y a pas de sujet. L'idée, c'est effectivement d'aller rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. Nous, on est convaincus que la population des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, sont différents, dans le bon sens du terme, et on leur propose également une offre différenciante. Quand je dis différenciante, c'est vraiment chacun. Et donc, l'idée, c'est peut-être, pour avoir une offre idéale, c'est peut-être d'avoir la bonne personne avec soi. J'allais dire d'être dans le bon timing, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et j'ai envie de dire que le bon timing, c'est le plus tôt possible, puisque signer n'a jamais tué qui que ce soit. Et plus tôt on en parle, plus tôt on peut projeter, plus tôt on peut mettre des choses en place. Il n'y a pas de... Je veux dire, dès le premier euro gagné par là quelque part, on peut déjà en parler. Et puis effectivement, les problématiques successorales, etc., tout ça est lié. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir s'entourer. Et nous, effectivement, nous sommes là pour apporter les bonnes solutions à chacun. Merci à vous, Guillaume Rosenwald et Antoine Crossis, pour ces conseils de spécialistes pour aider les médecins à faire les bons choix en matière de financement, venant compléter une retraite dont on ne sait pas encore aujourd'hui pour les médecins quand et comment elle sera impactée par la réforme que prépare le gouvernement. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de la CSMF et sur Fréquence Médicale. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la prochaine émission d'Univers Médecin qui sera un petit peu avancée à cause des fêtes de fin d'année au mercredi 18 décembre prochain à 19h30. Bonsoir
et à bientôt.